Leçon d'entreprendre, le podcast qui met à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous parler d'un secteur qu'on connaît tous, mais dont on ne sait finalement pas grand-chose. Celui des pompes funèbres. Mon invité du jour est Paul-Émile Botson, des funérailles Botson à Bouges et Vierde. Il va démystifier pour nous ce métier très particulier. Un métier particulièrement humain où il côtoie la mort au quotidien. Ne bougez pas, on en parle tout de suite dans Leçon d'entreprendre. Mon invité du jour est donc Paul-Émile Botson. Bonjour Paul-Émile, comment vas-tu ? Bonjour Clément, je vais bien et toi ? Ça va très bien, merci beaucoup. Tu travailles dans un secteur très particulier, celui des pompes funèbres. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là ? Alors, moi, c'est tout à fait par hasard. Donc, la plupart des entrepreneurs de pompes funèbres sont de père en fils. Moi, c'est un accident de parcours, si je peux dire. Tu faisais quoi avant ? Avant, je travaillais avec mes parents qui avaient une fabrique de produits d'entretien. Et donc on fabriquait des produits chimiques et des produits de bricolage qu'on distribuait dans les magasins de bricolage ou dans les drogueries indépendantes. Bien loin du secteur des pompes funèbres donc. Bien loin, oui, rien à voir, oui. Et puis comment est-ce que tu as fait ce saut ? Alors cette entreprise, à la longue, elle est devenue un peu trop petite par rapport à son secteur. Donc mon papa n'a jamais voulu aller voir les grandes surfaces, il privilégiait le commerce indépendant. Mais le commerce indépendant, il a petit à petit disparu, donc on s'est retrouvé petit fabricant face à des clients beaucoup plus gros que nous, dans lesquels il était impossible de se faire référencer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on travaillait beaucoup de produits chimiques qui étaient progressivement interdits ou qui devaient être remplacés par autre chose. Et dans la petite structure familiale, personne n'était chimiste. Donc, c'est devenu un gros problème. Et le jour où la question de succéder à mon père s'est posée, je n'ai pas voulu continuer, pour ces deux raisons-là. Donc il a vendu son entreprise à quelqu'un qui m'a repris pour le conseiller, lui expliquer les différents types de fabrication, etc. Et après 3 mois, il m'a dit, bon monsieur, je n'ai plus besoin de vous, merci beaucoup, au revoir. Ça s'est passé un 24 décembre. Alors j'avais toujours été indépendant, donc pas de chômage. Jeune marié, un enfant de 3 mois et une maison à payer et pas de revenus. Et du coup, tu t'es dit, je me lance les pompes funèbres. Alors du coup, il a fallu que je trouve du travail, n'importe lequel. Donc j'ai cherché et un jour, mon père me téléphone, il me dit, j'ai vu une annonce dans Vers l'avenir, les pompes funèbres, je ne dirai pas le nom, à Namur, recherche un gérant. Tu devrais essayer, ça t'irait bien. Je dis, papa, t'es fou? Je n'ai jamais vu un mort de ma vie, qu'est-ce que j'irais faire là ? Si, ça t'irait bien, et en plus, ils engagent un couple, donc peut-être que ta femme pourrait être engagée aussi. Je dis, les mois passent, il y a toujours rien, il faut que je trouve quelque chose, donc j'ai postulé, et j'ai été engagé comme gérant. T'as dû te lancer dans des démarches particulières. Est-ce qu'il y a des accès à la profession pour travailler dans les pompes funèbres ? Être gérant de pompes funèbres ? Alors, il y a des accès à la profession, mais dans une entreprise, il suffit qu'une personne ait l'accès à la profession pour couvrir tout le monde. Ici, moi, ça s'est passé en 1998. On m'a rien demandé, donc il y avait encore l'ancien patron qui venait de revendre son entreprise à des Américains à l'époque, qui lui avait l'accès à la profession. Donc j'ai appris le métier vraiment sur le tas. Tu te souviens de ton premier client, entre guillemets ? Oui, je ne l'oublierai jamais. Tu peux m'expliquer un peu ? Alors en fait, on commençait, c'est pas une blague, le 1er avril. Et il y a eu plusieurs décès la nuit du 31 mars au 1er avril. Et j'ai commencé ma journée du 1er avril par aller mettre cette dame en bière, donc la mettre dans son cercueil. Je vois l'adresse, je vois la maison, je vois la dame. Et je me souviens exactement de tout ce que j'ai dû faire, oui. Et c'était une grosse journée, il y avait 5 funérailles ce jour-là, donc il fallait courir d'un à l'autre, peu de personnel, j'ai dû porter mon premier cercueil à une cérémonie, sans jamais avoir rien vu ni rien appris. Hein. Et tu ressens quoi à ce moment-là ? En fait, j'ai, jusqu'à ce jour-là, beaucoup d'appréhension. Le téléphone sonne, je ne sais pas ce que je dois répondre. Je ne savais rien dire, en fait, mais j'ai été pris dans le mouvement directement, donc, et je me suis très très vite adapté. Aujourd'hui, tes journées, elles consistent en quoi ? Alors, mes journées ont un peu changé depuis, disons qu'avant, je faisais tout. Dans l'entreprise en question, j'étais le gérant, on faisait 500 décès par an. La plupart des personnes décédaient au domicile, donc il fallait chaque fois partir avec une équipe
s'occuper du défunt, puis on revenait, on prenait le cercueil, on retournait à la maison, on mettait le défunt dans le cercueil, et soit on l'installait sur place, puisque la plupart des gens restaient au domicile, soit on le ramenait au funérarium, où les gens suivaient pour venir voir leur défunt, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. J'ai travaillé à ce rythme-là pendant 3 ans. Et puis, après 3 ans, cette entreprise a été revendue à un groupe hollandais qui m'a dit, monsieur, je n'ai plus besoin de vous, la place est pour quelqu'un d'autre, donc au revoir et merci. Vous avez un logement de fonction ici au-dessus du bureau. Comme vous avez un enfant de 2 ans et demi, on vous laisse pendant 6 mois. Je dis, ok, ça va. Donc, me voilà à nouveau revenu à la case départ. Qu'est-ce que je vais faire? Jamais plus dans les pompes funèbres, en tout cas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Les 6 mois sont passés. Il a fallu partir. On a loué une maison. Et puis là, les gens que j'avais côtoyés, auprès de qui j'avais pu me faire une petite notoriété, c'est-à-dire le clergé, certains gérants de maisons de repos ou de centres de soins palliatifs, m'ont dit, Paul-Émile, ce n'est plus comme avant, cette grosse entreprise, tu devrais te remettre comme indépendant. Je dis oui, mais ce n'est pas facile. Je n'ai pas d'accès à la profession, je n'ai pas de bâtiment, je n'ai pas de fonds, je n'ai pas d'argent. Or, pour investir dans un funérarium, les montants sont énormes. Puis j'ai réfléchi, je dis je vais quand même me lancer. J'ai fait un plan financier. J'ai fait un calcul pour trouver le meilleur endroit pour s'installer, où il n'y avait pas d'entreprise. J'ai cherché une maison. J'ai fait une demande d'investissement, une demande de crédit bancaire. Et au fur et à mesure des semaines, tout a été accepté. Sauf que la banque avait subordonné son crédit au fait que j'ai l'accès à la profession. Si je ne l'avais pas, ça ne servait à rien. Donc, je m'étais inscrit au jury central. Je devais passer dans les 6 mois. Sauf que je n'avais pas de cours, puisque je n'avais jamais suivi de cours. Pas de matière, etc. Puis il y a eu un petit changement de dernière minute. J'ai été rappelé par le jury central. Ce n'est pas dans 6 mois, c'est dans 15 jours. Ah oui. Ok. Donc je me suis débrouillé pour trouver de la matière. Et puis heureusement, j'avais fait quand même quelques centaines de décès pendant les années qui précédaient. Donc j'étais quand même bien au courant des réglementations, de l'organisation d'un décès, etc., etc. Donc j'ai été passer mon examen au jury central et j'ai obtenu mon accès à la profession. Et on a pu démarrer comme ça. On a commencé en avril 2002 avec beaucoup d'appréhension, parce que les pompes funèbres, c'est un milieu extrêmement fermé. On ne peut pas faire de publicité. La seule publicité, c'est le bouche à oreille, la réputation. Donc, je me dis, est-ce qu'on va avoir quelqu'un? Et comment t'as fait pour te développer, du coup? Le bouche à oreille. Donc, les premières personnes qui sont venues chez moi sont des gens pour qui j'avais travaillé dans l'autre maison. Et puis, c'est arrivé comme ça. Je me souviens, il fallait qu'on fasse 7 décès sur le mois pour arriver au point de rentabilité. Le premier mois, on en a fait 4. Le deuxième mois, 4. Le troisième mois, 5. Le quatrième mois, 1. Je me dis, c'est fichu, on n'y arriverait jamais. Et puis le 5e mois, on en a fait 12. Et puis c'est parti. Aujourd'hui, on en fait entre 200 et 240 par an. Ton quotidien, il consiste en quoi exactement? Alors, par rapport à avant je faisais tout. Donc je me levais le jour, la nuit, je rencontrais les gens, je faisais les cérémonies, je faisais mon administration. Maintenant, l'entreprise a grandi, j'ai pris du personnel, j'ai eu mes petits problèmes de santé, donc je me repose quand même beaucoup sur mon personnel. Je ne fais plus de garde pour le moment. Donc mes journées commencent tôt, elles finissent quand il faut. Je continue à travailler le samedi et le dimanche, mais je ne fais plus de nuit. Donc mes journées, c'est surveiller, organiser les cérémonies, les faire, ça je les fais encore, et gérer l'entreprise au quotidien. Tu as combien de collaborateurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai 3 employés à temps plein et j'ai entre 8 et 12 occasionnels, comme on dit, donc des gens qui ont un autre travail ou qui sont pensionnés et qui viennent en renfort quand il y en a besoin. Bénévolement alors ou Non. Ils ont des contrats de travail à durée indéterminée, à horaire variable. Et ils ne sont payés qu'à la prestation. Et niveau recrutement, ça se passe comment? Parce que j'imagine que dans un secteur si particulier, tu dois avoir des difficultés à trouver ou pas du tout? De plus en plus. Avant, c'était facile. Il y avait beaucoup de gens qui étaient candidats à un deuxième travail pour simplement arrondir leur fin de mois ou se payer des vacances. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a énormément de demandes de stage pour des jeunes qui veulent faire ce métier-là. Comment t'expliques ça?
Les séries américaines, je ne vois que ça. Est-ce que tu crois que la culture populaire, elle a une influence sur la manière dont ces jeunes voient le secteur des pompes funèbres? Alors, je ne regarde pas de séries américaines, mais j'imagine que oui, ça a un gros impact, oui. Quand j'entends parfois les questions, même de certaines familles, je me dis un peu trop regardé, je ne connais pas de titre. Quel genre de questions? Des questions relatives à la présentation du défunt. Je ne le reconnais pas. Mais, vous savez, il est décédé, hein, donc il ne serait peut-être comme quand il était vivant. Tandis que dans ces séries-là, on voit quelqu'un décédé exactement comme il était quand il était vivant, parce que l'acteur est vivant dans son cercueil. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui viennent te voir en stage? Qui réfléchissent bien, parce que ils ont, à mon avis, une idée du métier qui ne correspond pas à la réalité. Ils ne se rendent pas compte qu'il faut qu'on décède après 16 heures, ou le soir, ou le dimanche, ou le week-end. Donc, dans les difficultés, par exemple, qu'on a à trouver du personnel, c'est une question qu'on a abordée tout à l'heure, il y a ça. Ah, mais moi, je ne veux pas que mon mari parte après 17 heures, ou je ne veux pas, ou des gens qui viennent comme occasionnels 15 jours, et puis on arrête parce que la copine trouve que c'est pas agréable quand il doit se lever du fauteuil le soir pour aller faire une mise en bière, ou le dimanche. Donc les jeunes ne se rendent pas compte de la quantité de travail que ça représente. Ça se passe comment au niveau de la concurrence? Tu l'as dit toi-même, c'est un milieu assez fermé. Comment tu le vis au quotidien? Quand je me suis installé, ça a été assez mal perçu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un marché extensible, en fait, le marché des pompes funèbres. Donc vous avez, je prends un exemple, vous avez 3 boulangeries sur une grande route, il y en a un 4e qui ouvre. Bon, les 3 premiers ne vont pas être contents, mais ils vont se différencier et ils maintiendront leurs chiffres, tous. À un pompe funèbre, il y a personne qui va décéder parce qu'il y a un nouveau funérarium. Donc il y a X décès par an, il faut se les partager. Donc un acteur en plus, ça veut dire que celui qui est en place va perdre de la clientèle. Et toi, tu l'as senti? Tu as eu des critiques envers... Oui, beaucoup, oui. Beaucoup de critiques et beaucoup de jalousie et beaucoup de bruit. Le monde des pompes funèbres, c'est le monde des bruits, hein. C'est-à-dire? Des bruits et des rumeurs qui courent ou qu'on fait courir et qu'on invente, évidemment, la plupart du temps. Donc, je ne sais pas si je peux le lire, mais je me tiens relativement à l'écart de ce milieu-là. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances dans ton secteur, comme la crémation, par exemple, ou des aspects plus écologiques? Les 2 types d'inhumation qui restent, de funérailles qui restent demandées, c'est la crémation ou l'inhumation. La part de la crémation augmente beaucoup. Alors on entend petit à petit parler d'humuisation. Donc c'est déposer un défunt sans cercueil dans une forêt, sur un lit de compost, le déposer, le recouvrir de compost et attendre la décomposition. Bon, ça, à mon avis, c'est pas pour demain, parce qu'il faut trouver l'endroit, parce que le corps ne va pas se décomposer en 15 jours ou en 3 semaines. Ça va indéniablement, je n'ai jamais vécu d'expérience comme ça, donc c'est mon intuition qui parle. Ça va poser des problèmes d'odeur et alors d'animaux. Je ne sais pas comment on pourrait empêcher tout ça de se passer. Et toi, tu as des clients qui viennent te demander ça? J'ai déjà eu des gens qui sont venus se renseigner, oui, mais dans l'état actuel des choses, ce n'est pas autorisé, donc la question ne se pose pas. Et alors il faut savoir que tous les cercueils, que ce soit pour l'inhumation ou l'incinération, sont en matériaux dégradables. Il n'y a plus de vernis, les poignées doivent être dégradables, les accessoires du cercueil, le capitonnage, la gaine dans laquelle on place le défunt doit être biodégradable, donc il y a beaucoup de contrôle là-dessus. Et la demande la plus étrange que tu as reçue? La demande la plus étrange qu'on m'ait faite, c'est un monsieur qui est décédé, et sa veuve me dit, est-ce que vous savez récupérer ses dents? Pourquoi? Parce qu'il a, sa mâchoire supérieure, ce sont toutes des dents en or, et j'aimerais les récupérer. Ah. Donc on a beaucoup réfléchi, mais on va pas aller chez un dentiste, on va pas faire venir un dentiste. Alors on a essayé de les enlever, et on a dû arracher toute la mâchoire supérieure. Donc, on a pris tout ce qui est venu, on a mis dans un sachet en plastique, voilà madame. Ça, c'est une des choses les plus marquantes que j'ai faites, oui, exactement. On a eu une fois un accident de la route. On va rechercher le monsieur, il faisait noir, donc on récupère ce qu'il y a autour de lui. On le ramène au funérarium, on fait sa toilette, on le présente comme on peut en fonction de son état. Et quand sa veuve est venue le voir, sa première question, ça a été: vous n'avez pas retrouvé son complément capillaire, sa perruque? Non, on n'a pas cherché. Et comment tu vis, toi, justement, d'être dans ce secteur qui apparemment, pas qui te plaît pas trop, mais que tu trouves quand même assez particulier?
Le métier me plaît. Le métier me plaît beaucoup. Il m'a fallu du temps, mais c'est un métier extrêmement gratifiant parce que vous arrivez au secours de personnes qui sont vraiment dans la détresse. Bon, c'est sûr qu'il y a des décès qui sont attendus, mais il y a des décès qui sont inopinés ou imprévus. Et de toute façon, on perd sa maman, on perd son papa, on n'en a qu'un, on n'en a qu'une. On travaille sans filet. Donc, si quelque chose est mal fait, on ne sait pas recommencer. C'est impossible de revenir en arrière. Ce qui était difficile aussi, quand j'ai commencé, que j'allais à des after-work ou à des cocktails d'entreprise, c'est bonjour, je m'appelle un tel, bonjour, je m'appelle un tel, qu'est-ce que vous faites? Mais je suis entrepreneur de pompes funèbres. La réponse, c'était souvent, j'aime autant ne pas vous voir. Donc ça, il m'a fallu quand même quelques années pour accepter ça. Maintenant, je m'y fais. Et les gens répondent encore comme ça? Je serais content de venir, oui. Ah oui. Un jour, vous serez content de m'avoir. Comment est-ce qu'on concilie l'aspect humain qui doit être assez fort dans ton secteur et l'aspect financier que tu ne peux pas éviter? C'est à nouveau quelque chose qui est de plus en plus compliqué. Je dirais quand j'ai commencé, les gens mettaient un point d'honneur à payer leurs factures. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, j'ai une bonne clientèle, donc je vais pas me plaindre. Les gens payent à l'échéance de leurs factures. Malheureusement, comme partout, on se fait régulièrement avoir, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui se présente, on ne le met pas dehors, et puis il ne dit pas la vérité sur ses moyens, sur son budget, on ne sait pas nous vérifier, et puis quand on envoie la facture, on n'a plus de nouvelles. Et puis 6 mois après, vous avez une lettre du tribunal du travail qui dit Monsieur, Madame Attel s'est mis en règlement collectif de dette, donc vous aurez 20 € par mois pendant les 20 prochaines années, et puis c'est tout, quoi. Donc ce n'est pas facile. Et si nous, d'un côté, en rencontrant la famille, on aborde le sujet, maintenant, les gens commencent à comprendre que c'est un travail qui doit être rémunéré comme un autre. On est une entreprise comme les autres, on a nos personnels à payer, nos crédits à rembourser, nos charges. Les gens comprennent, on demande un acompte, mais bon, voilà, c'est pas toujours facile. Et il y en a qui se révoltent en disant... on est en plein deuil, vous nous parlez d'argent, vous n'êtes pas honteux, vous n'êtes que des requins, vous êtes des marchands de mort, etc. Oui, on a beaucoup entendu ça. Comment est-ce que tu fais pour développer une relation de confiance avec tes clients dans un moment qui est quand même tellement particulier dans leur vie? La disponibilité et la discrétion, c'est-à-dire être là sans être là. Donc, ils viennent au funérarium, je vais leur dire bonjour, discrètement. Si je vois qu'ils parlent, j'attends dans un coin ou sur le seuil de la porte jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me voit et qui vienne s'adresser à moi. Et puis je lui demande si ça va. Si vous avez besoin de quelque chose, on est là. L'efficacité du service, donc pas d'erreur, jamais d'erreur. Ça n'est jamais arrivé d'arriver en retard à l'église, au crématorium, de me tromper de tombe dans un cimetière, jamais. Quel conseil tu donnerais aux familles pour que tout se passe bien pour elles quand elles viennent te voir? Préparer, ne pas hésiter à en parler pour celui qui va décéder ou qui a un certain âge, ne pas hésiter à en parler et si possible, préparer dans une certaine limite. Il faut laisser quelque chose à faire à ses enfants. Il y a des gens qui préparent leurs obsèques jusque dans les moindres détails, mais s'occuper de son papa ou de sa maman décédé, ça fait partie du travail de deuil. Donc je dis à ces gens-là, laissez quand même quelque chose à vos enfants, parce que si tout est organisé de A à Z, ils auront plus difficile. Il y a 4 ans, on était en pleine pandémie de Covid. Comment est-ce que tu as vécu cette période? Au début, on était très angoissés parce que on n'avait pas de matériel de protection. On utilise des gants en latex pour toucher les défunts, ça on en avait, mais des masques, on n'avait pas tout ça. Du désinfectant pour les mains, on n'en avait pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pu trouver des masques grâce à un ami qui travaille beaucoup avec l'Asie, qui a pu en faire venir. Des combinaisons, on a pu en trouver, et le gel hydroalcoolique, on l'a fabriqué nous-mêmes. Grâce à mon petit passé de chimiste en herbe, entre guillemets, on a trouvé la formule, j'ai trouvé un grossiste en produits chimiques, et je me souviens, on a téléphoné, vous avez tel produit, oui, ok, on y va, on est parti. On a acheté les produits, on a cherché après des flacons, on est rentré et on a fait notre produit nous-mêmes. Au niveau humain, comment est-ce que tu as aidé les familles à surmonter les restrictions sanitaires qui étaient liées aux funérailles pendant la pandémie? Mais en fait, il a fallu un peu de diplomatie, mais tout le monde était au courant. Quand on a un décès, la famille vient, eh bien, ils viennent à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. À l'époque, je me souviens, c'était 2 personnes, je crois, par téléphone et par mail. Tout se faisait par téléphone, par mail. Ils venaient juste signer les documents au bureau, c'est tout. Et pour les visites, c'était
des périodes d'1 heure de visite sur la journée avec maximum 5 personnes, mais les 5 mêmes. Pas de cérémonie au crématorium ni à l'église. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le parking, on a installé un grand chapiteau avec un plancher, un tapis, des chaises qu'on ouvrait. On ouvrait tous les côtés quand il y avait une cérémonie et on faisait nos cérémonies là. Ah ouais. Donc, le prêtre ou le célébrant venait là. On sortait le cercueil, on l'installait là et on pouvait mettre une 20aine de personnes. Comment est-ce que tu gères le deuil de tes clients? Je ne peux pas prendre leur deuil sur moi. C'est pas mon parent, c'est pas ma famille, donc il faut avoir de la compassion. Si on n'a pas de compassion, on ne sait pas faire ce métier-là. Mais je ne peux pas prendre la peine des gens pour moi. Donc je ne peux pas pleurer avec eux, c'est pas possible. En fonction de leur état, il faut leur parler, les laisser parler, parfois il faut se taire. Donc ils sont là 10 minutes, on est 10 minutes l'un en face de l'autre, ils pleurent, ils ne disent rien, ils réfléchissent. Il faut être très très soft, très calme. J'imagine qu'il doit y avoir des discussions qui doivent être assez compliquées parfois. Les discussions les plus compliquées, oui, c'est quand il y a des familles recomposées, décomposées, recomposées, là c'est compliqué, oui. Ou quand il y a des questions d'argent. Tu gères comment ça, toi? Je suis neutre. On reste neutre. Nous, on a besoin d'une personne qui prend la responsabilité des démarches. On a un interlocuteur. Alors, si lui doit composer avec les autres, ben, s'ils sont tous en face de nous, on les laisse s'expliquer. S'ils doivent se disputer, ils sortent. C'est pas devant nous. Ça arrive régulièrement, ça? Parfois, oui, quand même. Mais voilà, on ne peut pas intervenir. Mais on a besoin qu'une personne prenne la décision finale, oui. Tes défunts, ils doivent être issus de plusieurs religions, ils doivent avoir des rites qui sont bien différents. Comment est-ce que tu t'adaptes à ça? En leur demandant comment ils veulent que ça se passe. Et c'est eux qui m'expliquent, voilà, chez nous, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Et on adapte nos locaux et notre comportement en fonction de ce qu'ils souhaitent. Si c'est un rite que je ne connais pas beaucoup, comme la franc-maçonnerie, par exemple, je leur demande ce dont ils ont besoin dans la pièce. Ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est plus ou moins comment ça va se dérouler et combien de temps ça va durer. Et ben, je me tiens ou on se tient discrètement disponible au cas où il faudrait intervenir. Mais dans tous les cas, je pose des questions. Est-ce que tu arrives à te déconnecter une fois que tu passes le pas de ta porte? Jamais. Dans mon travail, jamais. Et comment tu fais alors pour vivre? Sauf quand je pars en vacances. Et comment tu fais pour vivre alors? C'est pas trop lourd pour tes épaules? Non, j'ai l'impression d'être fait pour ça. Comment ton entourage a réagi en apprenant ton métier? Ben, je n'ai eu aucune remarque. Tout le monde trouvait ça normal. Par contre, ça m'a coûté beaucoup en termes de relations familiales et amicales parce que toujours de garde, on ne savait aller à rien. C'est un choix que tu regrettes aujourd'hui ou pas? C'est pas un choix que je regrette. Non, mais c'est une conséquence que je regrette, oui. Comment est-ce que tu gères les a priori que les gens ont sur ton métier? Ça dépend de l'a priori. J'explique quand on me pose des questions. Il y a des a priori que je n'aime pas. Comme lesquels? Par exemple, on nous traite volontiers de riches parce que les pompes funèbres, ils ont des grands locaux, des beaux locaux, propres. Ils ont des belles voitures, des grosses voitures, donc forcément, on est riche. Donc ça, c'est un a priori que je n'aime pas. Parce que c'est faux. Quelqu'un qui a un décès, il va pas accepter de venir dans un funérarium qui ressemble à un garage. Hein. Donc il veut que ça soit climatisé en été, chauffé en hiver, que ce soit propre, qu'il y ait des toilettes, que la salle soit grande. Tout ça, c'est de l'investissement. Donc voilà, donc venir nous traiter après de riches ou de profiteurs, non, ce n'est pas exact. Quel regard tu portes sur ton entreprise aujourd'hui? Satisfait de ce que j'ai fait et en même temps je me dis que je n'ai pas encore fini, qu'il y a un goût d'inachevé. Mais ça, je pense que c'est la caractéristique de l'indépendant. J'aurais pu faire mieux, ça c'est clair. Maintenant je suis parti de rien, donc... C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Paul-Émile pour ce témoignage inspirant. Avec plaisir. Nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouvel entrepreneur qui vit de sa passion. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. À très vite.